nécessaire à un exercice serein de la démocratie référendaire. Je veux mettre en place une saine et paisible pratique du référendum et non pas ouvrir la voie à d'éventuels excès, bien sûr, qui verraient des intérêts privés ou d'infimes minorités activistes dévoyer ce merveilleux outil. C'est pourquoi il est notamment prévu que les textes soumis à référendum d'initiative populaire devront respecter, bien évidemment, la Constitution. Le recueil des signatures d'électeurs sera évidemment encadré et responsabilisé. L'achat de signatures sera interdit et le nombre de signatures données chaque année par un même électeur pourra être limité. De même, une répartition géographique suffisante des signataires pourra être prévue sur le modèle d'ailleurs de celui qui existe pour les parrainages. Propositions issues de l'initiative populaire qui porterait une atteinte particulièrement grave aux intérêts nationaux pourront être bloquées par décision conjointe du président de la République et du Parlement. Il n'est évidemment pas question d'admettre une proposition de suppression, par exemple, de l'usage des armes par la police ou encore de la suppression de la dissuasion nucléaire. Je prends à dessein, bien entendu, des exemples aussi extrêmes. Les référendums pourront être regroupés. Il n'est pas évidemment question d'aller voter tous les dimanches. Deuxième mesure, à laquelle je suis évidemment particulièrement attaché depuis très longtemps, l'instauration d'une proportionnelle permettant la juste représentation des sensibilités qui s'expriment dans le pays. La proportionnelle est en application dans de très nombreuses démocraties européennes. L'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède, le Portugal. Ces pays fonctionnent parfaitement. Les avantages de la proportionnelle sont multiples. Elle permet une représentation de la diversité des opinions et favorise donc l'émergence de nouvelles thématiques dans le débat public. Elle ouvre une juste représentation parlementaire, notamment pour les courants très minoritaires. Elle pacifie l'expression politique qui peut se tenir dans un cadre institutionnel au sein des assemblées plutôt que de manière anarchique et incontrôlée dans la rue. Elle oblige les alliances et les coalitions, donnant au gouvernement une assise électorale et donc une légitimité incontestable. Elle favorise un contrôle effectif des politiques publiques par l'action de groupes d'opposition plus nombreux. Et elle amortit les changements politiques à l'inverse du scrutin majoritaire, qui est en réalité extrêmement brutal, comme nous l'avons connu en France, puisqu'elle suscite un coup des vagues roses, un coup des vagues bleues. Enfin maintenant, ces couleurs-là sont moins en vogue. Je reconnais qu'il existe d'un autre côté certains inconvénients, que j'ai évidemment tout à fait identifiés. Une possible instabilité politique, en complexifiant la constitution de gouvernement et le vote des lois, un poids anormal des minorités supplétives, l'absence de représentativité des territoires en cas de liste nationale. Aux Pays-Bas, la proportionnelle a pour effet une floraison des partis politiques et depuis plus d'un siècle, aucun parti n'a pu gouverner seul, mais par le biais de coalitions autour d'un projet de gouvernement. Mais la participation aux élections hollandaises aussi entre 73,3 et 88%. Ça fait rêver. Je propose donc d'inscrire dans la Constitution le principe selon lequel les députés à l'Assemblée nationale seront élus selon un scrutin de type proportionnel pour au moins 2/3 d'entre eux. Cette réserve du tiers restant permettrait, mais sans toutefois l'imposer, d'instaurer une prime majoritaire. Les modalités plus techniques du mode de scrutin, seuil d'admission à l'admission des sièges, portée de la prime majoritaire, 1 ou 2 tours, possibilité de fusion de listes, etc. relèveront de la loi, ce qui réserve bien entendu une certaine souplesse. De même, le principe de représentation proportionnelle régira les élections des assemblées locales. On prévoit toutefois une exception pour le cas de circonscriptions à la géographie particulière, comme les îles, ou à l'organisation spécifique. Donc, la conférence de presse. Alors, le son qui vient de gauche, c'est pas moi, c'est elle. Donc, elle propose une sorte de référendum d'initiative populaire. Avec mes experts, un bref projet de loi, 2 articles, qui insèrent dans la Constitution les mesures nécessaires. Cette réforme pourra d'ailleurs être soumise à référendum. Je propose d'autres mesures de moindre envergure, mais participant elles aussi à revivifier notre démocratie.
l'instauration du septennat non renouvelable, qui rendra à la fonction présidentielle son prestige et au président sa capacité d'une action longue, tout en le débarrassant d'une obligation de campagne électorale permanente. Le contrôle de l'exécutif reviendra alors au corps électoral à l'occasion des législatives ou des scrutins intermédiaires. La simplification et l'accélération des décisions de justice relatives à la diffamation, notamment du fait des réseaux sociaux. Notre droit est sur ce sujet en matière de délai obsolète et je pense qu'il faut véritablement travailler à une simplification de ces procédures qui entrent strictement, bien entendu, dans le débat politique. Je crois qu'il nous faut aussi réfléchir à faire émerger à côté de la démocratie politique une démocratie sociale qui s'appuierait sur les corps intermédiaires pour mieux les associer aux grandes réformes sociales qui sont, je le crois, plus légitimes que les représentants de la finance. Je vous invite sur ce point à lire la tribune que j'ai rédigée et qui paraîtra ce soir. Il faut aussi, notamment dans les grandes entreprises, réfléchir à une démocratie économique en redynamisant l'actionnariat salarié par la participation. Au vide absolument sidéral du programme du président sortant sur ces questions, je présente donc une véritable alternative démocratique à laquelle pourront se rallier tous les Français désireux d'un véritable changement dans la gouvernance de notre République. Respecter les Français, c'est enfin tenir compte de... Maintenant ils enlèvent le son. La parole dans son propre pays, ce sera un des grands chantiers de mon quinquennat. Voilà, mesdames et messieurs, pour ces annonces démocratiques. Je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet ou tout autre sujet à votre convenance. Bonjour Marine Le Pen, Loïc Besson. Donc, j'ai pris en cours de route parce que, comme vous, je pensais que c'était 15h30. Ils l'ont avancé à 15h. Alors là, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Je sais pas ce qui se passe, ça mouline. Ça mouline. Ça mouline, ça mouline. Tiens. Notre pays connaît une crise démocratique sans précédent. Là, on n'est pas en direct, là. Un phénomène paradoxal dans un pays aussi politique que la France. Donc, alors, attendez, je remets au début. Les Français se détournent des débats publics et des affaires de la cité. Cette crise n'est pas nouvelle, mais s'aggrave chaque année davantage avec un fossé qui se creuse entre les citoyens et leurs institutions élues. Or, alors que cette question aurait dû être une question prioritaire du dernier quinquennat, Emmanuel Macron est resté totalement inactif. Pire, il a aggravé ce phénomène en contournant les institutions élues, en s'éloignant parfois des exigences de la transparence. Donc elle va annoncer qu'elle est pour une forme de référendum d'initiative populaire et de scrutin proportionnel intégral. Qui ne cesse de croître pour atteindre des niveaux qui engagent parfois la légitimité même de l'élection, avec une désaffection pour les candidatures municipales, avec la crise des vocations, par exemple pour la fonction de maire ou de conseiller municipal, notamment dans les petites communes. Les causes en sont multiples. Elles tiennent premièrement aux pratiques et règles électorales qui apparaissent au mieux désuètes, au pire faussées et en tout cas toujours complexes. Dans une société aux logiques désormais plus horizontales que verticales, dans une société où l'ergonomie et la règle, elles ne sont plus bien comprises, voire plus vraiment admises. Oui, c'est clairement une drague aux gilets jaunes de gauche et aux insoumis. Le contournement malhonnête du référendum de 2005, pourtant acquis largement après un débat démocratique de haute tenue, a installé l'idée que l'élection n'était qu'un alibi pour des décisions déjà entérinées. Preuve que cette pratique n'est pas un accident, mais une règle de conduite, c'est que les dirigeants européens ont longtemps espéré qu'il en serait de même pour le référendum britannique sur le Brexit. Le sentiment de règles complexes, pour lesquelles un réel effort de compréhension technique est nécessaire,
La complexité notamment et la diversité des modes de scrutin rendent les modes de désignation des élus illisibles. Majoritaire à 2 tours aux départementales et législatives, proportionnel complexe avec prime majoritaire au régional, proportionnel intégral aux européennes, scrutin indirect au Sénat, scrutin annexe pour les communautés de communes. Devant l'absence de logique, l'électeur a le sentiment que les modes de désignation relèvent de combines d'appareils politiques pour tendre à une répartition irrémédiable et même convenue d'avance. Un millefeuille territorial, de plus en plus indigeste. La multiplication des collectivités a rendu le paysage institutionnel confus. Par exemple, des circonscriptions découpées sans logique, des communautés de communes, métropoles, régions à statut particulier. Personne ne comprend pour qui ou pourquoi ils votent. Les modes de scrutin, déformés par les pratiques politiciennes en cours d'élection, ont donné le sentiment de pratiques douteuses et même de manipulation électorale. Comment ne pas penser au scrutin proportionnel régional, qui par exemple devient un scrutin majoritaire lorsque les forces politiques installées s'entendent pour se retirer au second tour, comme par exemple en PACA ou dans les Hauts-de-France en 2015 et plus récemment encore. La perte de solennité des grandes élections, un quinquennat qui contraint le président à une campagne permanente, des attitudes présidentielles peu amènes, comme des arrangements de calendrier électoral ou des découpages de complaisance, ont jeté le doute sur la neutralité des modalités électorales. Le sentiment de l'inutilité électorale, l'absence de véritable alternance entre une gauche et une droite idéologiquement endogamique a installé l'idée dans le pays que les élections ne servaient à rien. Le système majoritaire rend également très difficile la nouveauté politique, c'est-à-dire le renouvellement du personnel politique, c'est un peu la notion de fief, et l'émergence de nouvelles thématiques. Le doute sur certaines pratiques. Dans bien des communes, les listes électorales sont insuffisamment vérifiées, adresse inconnue, personne décédée, inscription de complaisance, radiation sans prévenir, ce qui donne le sentiment d'un manque de sérieux et crée même parfois une suspicion de fraude. Deuxième cause, une non-incitation au vote. Ce phénomène structurel est aggravé par des manquements qui ne permettent pas à l'électeur de comprendre l'importance du vote. Des campagnes d'inscription sur les listes électorales ou sur les dates et conditions de vote qui sont quasi absentes. Beaucoup d'électeurs sont par exemple persuadés de ne pas pouvoir voter sans carte d'électeur. Aucune campagne ne les informe des conditions simples du vote. Souvenez-vous, nous avions fait la demande d'ailleurs aux dernières régionales de campagne d'incitation au vote et nous n'en avons vu absolument aucune. Pas un clip, pas quelques secondes pour appeler les Français à aller voter. Des professions de foi qui n'arrivent pas chez l'électeur ou trop tardivement, exemple des régionales 2021 ou dans les 3 derniers jours avant le scrutin, comme au premier tour des présidentielles. Des panneaux officiels que la force publique ne fait pas respecter. Les affiches des panneaux officiels sont souvent maculées, déchirées ou recouvertes. Ce manque de respect désolennise l'élection. Troisièmement, la maltraitance institutionnelle des forces d'opposition. Les refus systématiques de la part des banques d'accepter d'ouvrir des comptes de mandataires financiers à des candidats ou de prêter les sommes nécessaires à des campagnes locales et nationales. Ça la concerne directement. La participation électorale en course d'obstacles, voire en système censitaire. La désertion des maires pour les parrainages présidentiels, sciemment organisés sous la menace des féodalités politiques locales, a donné un spectacle lamentable de l'organisation des élections qui n'a pas contribué à valoriser l'image de la démocratie française. Pour l'élection présidentielle de 2022, les principaux candidats d'opposition se sont en effet trouvés à quelques jours du dépôt sous la menace d'une interdiction de candidature pour raisons administratives. Ces difficultés sciemment provoquées ont de surcroît donné lieu à des campagnes de presse ironiques tendant à faire croire à l'illégitimité des candidatures des opposants. Ce type de pratique sème évidemment le doute dans l'électorat sur la neutralité des procédures d'élection. Que dire également de l'image désastreuse de la démocratie française à l'étranger lorsque les candidats de l'opposition sont l'objet d'une telle rupture d'égalité objective. Quatrièmement, une absence de représentativité réelle des élus. Personne ne s'est offusqué qu'en étant le premier parti aux européennes et à de multiples élections et finaliste à la présidentielle de 2017, le Rassemblement national, par exemple, n'est que 8 parlementaires, 7 députés et 1 sénateur sur 925.
Cette sous-représentation artificielle liée uniquement à un mode de scrutin unique a affecté pour les 5 ans suivants les droits de l'opposition, sa représentation parlementaire, ses possibilités et moyens d'expression à l'Assemblée, ses temps de parole, son droit de reconnaissance officielle, son financement public. Lors du débat sur l'immigration, par exemple, les élus du Rassemblement national de l'Assemblée, en tant que non-inscrits, n'ont eu que quelques minutes de temps de parole au total, ce qui est inconcevable sur un sujet d'une si grande importance. En pratique, seuls avaient le droit de s'exprimer les forces politiques responsables de la politique d'immigration depuis 40 ans. Ces pratiques invraisemblables en démocratie nuisent à l'indispensable légitimité des décisions publiques. 5e cause, le débat comme la décision publique sortent des institutions. L'absence de représentativité des élus a favorisé l'apparition de mouvements de rue. La crise des Gilets jaunes a révélé l'absence de représentativité de nos institutions. Hormis le Rassemblement national qui avait averti depuis longtemps, les partis politiques censés représenter le peuple n'ont pas vu venir cette révolte de la France des oubliés. Les manifestants ont très vite mis en avant des revendications portant sur l'absence de représentativité des élus. Enfin, en réprimant de manière féroce les mouvements de protestation populaires comme les Gilets jaunes ou sociaux comme les manifestations contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron a installé l'idée que rien ne pouvait être discutable, amendable, réformable. Emmanuel Macron a répandu l'idée que la politique relevait d'un passé révolu et que le pouvoir devait revenir aux techniciens. Immense culot, grosse drague, et ça fait... Mais c'est efficace. Les amis, c'est efficace. Et les débats citoyens ont remplacé les débats parlementaires. Le recours au cabinet de conseil procède d'ailleurs de cet esprit. Dès lors que la décision publique est confiée à du personnel non élu, de surcroît privé et susceptible de conflits d'intérêts, et facteur aggravant appartenant à des firmes étrangères, ce qui pose le problème de la confidentialité des données auxquelles ces cabinets ont accès, concernant bien entendu les forces et les faiblesses potentielles de l'État français. Pour autant, face à cette situation dont aurait dû se saisir le président de la République, constitutionnellement garant des institutions, Emmanuel Macron n'a rien fait. Non seulement il n'a pas tenu les maigres promesses qu'il avait prises en 2017 sur la démocratie, mais il a totalement omis de mettre la question de la crise démocratique en débat. Il a trahi sa promesse d'une inflexion proportionnelle des modes de scrutin. Pire, fait doublement symbolique, il a refusé de prendre les décrets d'application de la loi sur la Banque de la démocratie, pourtant réclamée par ses alliés du MoDem et votée par le Parlement. Il a ainsi sciemment empêché la mise en application d'une loi votée par la représentation nationale. Il a maintenu la mise sous tutelle des banques de la démocratie opérationnelle. Il a contribué par sa pratique à dévaluer le rôle du politique, à dégrader la fonction présidentielle, à montrer un mépris ostensible aux élus et aux corps intermédiaires et à prôner le remplacement des politiques par des techniciens. Enfin, à l'évidence, le maintien du scrutin majoritaire, quasi unique en Europe, et aujourd'hui largement anachronique, n'a été dicté que par l'espérance de faire perdurer un système que les dirigeants savaient déconnecter de l'opinion. L'état des lieux de la démocratie représentative en France, dont les taux de participation sont des marqueurs objectifs, est accablant. La fracture démocratique sera l'un des grands échecs du quinquennat Macron. Je me permets également, puisque nous sommes en pleine campagne présidentielle, et avant de vous parler de ce que je compte faire pour renforcer la démocratie, je suis obligé d'évoquer devant vous la question de la relation aux médias de nos dirigeants. Je suis assez effaré, je ne vous le cache pas, de la manière dont Emmanuel Macron traite aujourd'hui les médias, et donc en cette période d'équité, traite également sa concurrence. Je ne compte pas les médias qui sont obligés d'annuler des publications de tribunes ou des émissions car Emmanuel Macron ne souhaite pas y participer. Il n'avait pas voulu débattre avant le premier tour. J'ai l'impression que c'est aussi le cas pour le second. Les règles qui sont imposées par l'Arcom et qui paraissent devoir faire l'objet quand même d'une évolution permet donc à un candidat, en refusant de participer à une émission, d'empêcher l'autre de pouvoir y accéder. On voit là qu'il y a une vraie rupture démocratique où en réalité c'est un des candidats. Oui, Nico a raison, Nicodème a raison.
Bardella a dit qu'il ne voulait pas de Anne-Sophie Lapix, il voulait Pascal Praud à la place pour le débat. Je vais revivifier nos institutions et notre fonctionnement démocratique. Tout d'abord, par le référendum d'initiative citoyenne. Les Français, sondage après sondage, plébiscitent l'extension des possibilités de recours au référendum et leur usage plus fréquent. Cela correspond parfaitement à ma propre opinion, maintes fois exprimée. En 2017, déjà, j'avais fait des propositions en ce sens. En ciblant les questions de fond, indépendamment des choix de personnes faits à l'occasion d'une élection, je crois vraiment que le référendum constitue un puissant outil de pacification du débat politique et contribue au développement d'une culture démocratique. On ne se laisse pas aller dans une révolte violente ou désespérée contre une réforme, comme on a pu en voir sous le mandat d'Emmanuel Macron, quand on sait que l'on pourra s'en saisir en rassemblant les signatures nécessaires pour organiser en quelques mois un vote du peuple. On ne manifeste pas contre les résultats d'un référendum qui s'impose à tous. Le référendum constitue un outil efficace de contournement des lobbies et des intérêts trop puissants qui détournent le pouvoir de décision à leur profit. Le référendum constitue également un outil précieux pour trancher ce que l'on appelle les questions de société, qui transcendent bien souvent les clivages partisans et pour lesquels la majorité en place n'a pas toujours reçu de mandat clair. Je propose ici une révolution référendaire. La Constitution sera révisée, d'abord pour rendre plus facile l'organisation de référendums sur tous les sujets. Ensuite et surtout pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne, appelé aussi référendum d'initiative populaire. J'ai donc préparé un projet de loi prêt à l'emploi qui porte cette audacieuse réforme. Ce projet sera soumis au peuple français, qui doit pouvoir décider lui-même et directement d'instaurer cette nouvelle ère démocratique. Ce projet comporte des mesures nouvelles. Le choix du peuple sera toujours respecté par l'affirmation de la supériorité de principe de la décision référendaire sur les actes des pouvoirs publics. Un texte adopté par référendum ne pourra pas être modifié ou abrogé autrement que par cette voie du référendum. Si le peuple a rejeté un texte, il ne pourra dès lors être adopté pendant 15 ans, sauf nouveau recours au référendum. On comprend qu'il s'agit là de rendre impossible que survienne de nouveau le scandale de 2005-2008 qui a vu la volonté populaire bafouée, le traité constitutionnel européen ayant été ratifié sous une forme à peine atténuée 3 ans après son rejet par le peuple. Les traités emportant limitation de souveraineté ou adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne seront obligatoirement et de plein droit soumis au référendum. 500 000 électeurs pourront obtenir l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi qui pourra notamment abroger ou modifier une loi existante ou proposer une réforme nouvelle. Je veux tordre le cou à une espèce de prêt-à-penser qui prospère dans les élites et les médias, selon lequel le peuple français ne serait pas suffisamment apte à décider par lui-même des questions importantes pour son avenir. Mon intention est donc de mettre fin au monopole d'une oligarchie qui s'arroge le droit de décider au nom du peuple en lui concédant trop rarement la parole. Désormais, les électeurs disposeront des moyens de faire prévaloir leur volonté sur celle des élus. Rendre leur pays aux Français, c'est aussi leur rendre leur pouvoir d'adopter ou de rejeter les textes votés par leurs représentants. Je compte donc, par une pratique apaisée et renouvelée du référendum, instaurer une nouvelle pratique démocratique qui ne fera pas dépendre de la seule élection présidentielle toutes les décisions pour les années à venir. Cela d'ailleurs s'appliquera à moi. Même ceux qui n'apprécient pas toutes mes propositions ont intérêt à voter pour moi puisqu'ils auront l'occasion, grâce à la réforme que je propose ici, de se prononcer sur elle, au cas par cas. Tu te fous de notre gueule, quand même. Peut-on proposer une mesure... Votez pour moi pour me destituer. Je compte donc
au cours de mon mandat, consulté le seul expert qu'Emmanuel Macron n'a jamais consulté, le peuple. Au vide sidéral du programme du président sortant sur ces questions, je présente ici une véritable alternative démocratique. Mon projet est très précis et comporte toutes les garanties de procédure nécessaires à un exercice serein de la démocratie référendaire. Je veux mettre en place une saine et paisible pratique du référendum et non pas ouvrir la voie à d'éventuels excès, bien sûr, qui verraient des intérêts privés ou d'infimes minorités activistes dévoyer ce merveilleux outil. C'est pourquoi il est notamment prévu que les textes soumis à référendum d'initiative populaire devront respecter, bien évidemment, la Constitution. Le recueil des signatures d'électeurs sera évidemment encadré et respecté. Oui, bien sûr, Nielda, bien sûr, non, c'est diabolique. Et le nombre de signatures données chaque année par un même Et ça n'est pas diabolique. pourra être limité. De même, une répartition géographique suffisante des signataires pourra être prévue sur le modèle d'ailleurs de celui qui existe pour les parrainages de maires. Les propositions issues de l'initiative populaire qui porteraient une atteinte particulièrement grave aux intérêts nationaux pourront être bloquées par décision conjointe du président de la République et du Parlement. Il n'est évidemment pas question d'admettre une proposition de suppression, par exemple, de l'usage des armes par la police ou encore de la suppression de la dissuasion nucléaire. Je prends à dessein, bien entendu, des exemples aussi extrêmes. Ah oui, mais enfin, il faudrait donner des exemples pas extrêmes pour qu'on comprenne la limite. Déjà, les armes à feu, ça se discute, hein. À laquelle je suis évidemment particulièrement attaché et depuis très longtemps, l'instauration d'une proportionnelle permettant la juste représentation des sensibilités qui s'expriment dans le pays. La proportionnelle est en application dans de très nombreuses démocraties européennes. L'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède, le Portugal. Ces pays fonctionnent parfaitement. Les avantages de la proportionnelle sont multiples. Elle permet une représentation de la diversité des opinions et favorise donc l'émergence de nouvelles thématiques dans le débat public. Elle ouvre une juste représentation parlementaire, notamment pour les courants très minoritaires. Elle pacifie l'expression politique qui peut se tenir dans un cadre institutionnel au sein des assemblées plutôt que de manière anarchique et incontrôlée dans la rue. Elle oblige les alliances, Il ne fallait pas rêver non plus, hein. Donnant au gouvernement une assise électorale et donc une légitimité incontestable. Elle favorise un contrôle effectif des politiques publiques par l'action de groupes d'opposition plus nombreux. Et elle amortit les changements politiques à l'inverse du scrutin majoritaire, qui est en réalité extrêmement brutal, comme nous l'avons connu en France, puisqu'elle suscite un coup des vagues roses, un coup des vagues bleues. Enfin maintenant, ces couleurs-là sont moins en vogue. Je reconnais qu'il existe d'un autre côté certains inconvénients, que j'ai évidemment tout à fait identifiés. Une possible instabilité politique, en complexifiant la constitution de gouvernement et le vote des lois, un poids anormal des minorités supplétives, l'absence de représentativité des territoires en cas de liste nationale. Aux Pays-Bas, la proportionnelle a pour effet une floraison des partis politiques et depuis plus d'un siècle, aucun parti n'a pu gouverner seul, mais par le biais de coalitions autour d'un projet de gouvernement. Mais la participation aux élections hollandaises aussi entre 73,3 et 88%. Ça fait rêver. Je propose donc d'inscrire dans la Constitution le principe selon lequel les députés... Donc là, on est en train de revoir ce qu'on a vu au début, puisqu'ils ont avancé la conférence de presse, et j'ai l'impression que la conférence de presse n'est pas diffusée en direct. La réserve du tiers restant permettrait, mais sans toutefois l'imposer, d'instaurer... J'ai l'impression qu'elle va s'arrêter dans 4 minutes et que donc les questions des journalistes ne sont pas diffusées. Portée de la prime majoritaire... Est-ce qu'éventuellement la régie peut me dire si vous voyez un autre signal ? Etc. relèveront de la loi, ce qui réserve, bien entendu, une certaine souplesse. De même, le principe de représentation proportionnelle régira les élections des assemblées locales. Mais c'est sans doute France Info qui enregistre. Là, on reprend le signal de Marine Le Pen. À la géographie particulière, comme les îles. Sur la chaîne de France Info, est-ce que vous auriez le lien direct, les amis ? La représentation proportionnelle ne doit pas aboutir, évidemment, à empêcher la représentation spécifique de petits territoires.
J'ai rédigé à cette fin avec mes experts un bref projet de loi, 2 articles, qui insèrent dans la Constitution les mesures nécessaires. Cette réforme pourra d'ailleurs être soumise... Donc les amis, on passe au direct par France Info. D'autres mesures de moindre envergure, mais participant elles aussi à revivifier notre démocratie. Ok, on y va. Voilà. Seul le peuple devrait avoir le droit de réviser ce qui constitue sa loi suprême. Voilà. Donc, dans le référendum que je mettrai en œuvre, il y a des révisions constitutionnelles, il y a des modifications législatives. Ce sont de 2 natures différentes, mais elles seront intégrées dans le même projet qui sera soumis à un référendum. Et une des révisions constitutionnelles que je souhaite mettre en œuvre, il y en a plusieurs. Il y a d'abord intégré dans la Constitution un certain nombre d'articles sur le droit des étrangers, car il n'y a rien dans notre Constitution. C'est assez étonnant. Il n'existe quasiment rien, à part le droit d'asile, dans notre Constitution sur le droit des étrangers. C'est intégrer la priorité nationale. Et c'est également intégrer un article indiquant que les textes internationaux ne peuvent pas s'appliquer en droit interne français s'ils sont contraires à la Constitution. Ce qui me paraît être la moindre des choses, voyez-vous, car un peuple ne peut pas se choisir une loi suprême si par ailleurs des gens qui n'ont pas été élus imposent au peuple des choses qui sont contraires à sa loi suprême qu'il s'est choisie lui-même. Voilà. Donc tout ça est parfaitement normal, naturel et je pense dans l'ordre juridique des choses. Madame Le Pen a demandé de France Info pour parler concrètement si demain... Voilà, on vient d'écouter Marine Le Pen. Et voilà, c'est ça que je craignais, c'est ça que je craignais. Ok. Alors, attendez les amis, on essaie de retrouver. Est-ce que vous avez quelque part... là... Notre pays connaît... Mais non, là, ah, là c'est drôle, ils diffusent pas les questions. Ils diffusent le discours, ça oui. Mais les questions, au cas où il y aurait un petit souci, ils ne le diffusent pas. Est-ce que quelqu'un aurait un lien ailleurs? Est-ce que quelqu'un aurait un lien ailleurs? Le Facebook de je ne sais quoi. Excusez-moi. Non, mais oui, mais il n'est pas en direct. Le live, il s'arrête au bout de 25 minutes. S'arrête au bout de 25 minutes le live sur le compte YouTube de Le Pen. Oui, c'est ça, Baleine. On a la propagande, en tout cas on a le discours, mais pas les réponses aux questions. Déjà plus une conférence de presse. Enfin, cette année, les conférences de presse et l'élection, c'est... Donc le résumé, le temps que vous trouviez un flux tendu, le résumé il est simple, c'est drague toutes pour les insoumis et les gilets jaunes. Sur le YouTube de France Info, non mais ça marchait pas tout à l'heure. Non mais CNews c'est pas possible, BFM c'est pas possible. Il faudrait trouver un autre voilà, un Twitter ou un Facebook. On peut pas reprendre les chaînes d'infos. On va se faire striker direct. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, donc, les choses importantes. Elle essaie de doubler sur la gauche. Donc, grosso modo, elle voudrait faire un septennat non renouvelable. Donc, je vous rappelle qu'elle a fait une conférence de presse pour, je cite, revivifier la démocratie. Donc, un retour au septennat qui serait non renouvelable, un scrutin proportionnel aux 2/3 pour les élections législatives et les assemblées locales. Qu'est-ce que j'ai noté? Référendum d'initiative citoyenne. Alors, sauf sur un certain nombre de questions. Non, on peut pas. Je suis désolé, BFM et tout ça. BFM, je peux pas. Vous pouvez regarder Le Figaro. Et Le Figaro, c'est sûr qu'ils reprennent le signal original. J'imagine. Non, je les vois pas.
ici. Ok. Ok. Bon, ça mouline. Voilà, là, ça a repris. Bouteille d'eau. Non, mais je suis... Excusez-moi, mais moi, je parle pas aux électeurs de gauche. Je pense que pouvoir vivre sa retraite en bonne santé, c'est ni de droite ni de gauche. C'est tous les Français veulent vivre une retraite, je crois, en bonne santé. Voilà. Donc, je l'ai dit et je le redis, la proposition que je fais est une proposition qui vise à pouvoir partir à la retraite. Si vous trouvez une autre source, on est preneur. Je monte le son là. 62 ans âge légal et 42 annuités, pas plus. Donc, en fonction de laquelle vous êtes entré dans le système, eh bien, vous pourrez partir entre 60 et 62 ans avec entre 40 et 42 annuités. Donc évidemment, c'est beaucoup plus raisonnable que la proposition qui est faite par Emmanuel Macron et qui était faite d'ailleurs également par Valérie Pécresse. Madame Assad, pour Libération, je crois que vous avez dit qu'un RIF ne pouvait pas apporter... Là, c'est Libération qui pose la question. On n'entend pas. Mais est-ce qu'un RIF pourra viser à changer la Constitution? Non. Julien Chavagnerifi à nouveau. Est-ce que vous, Présidente, vous changez les têtes des administrations françaises, la direction des administrations françaises, le Trésor public, la police nationale, ou encore les préfets pour une mise en place efficace de vos réformes? Un spoil système à la française? Non, ça, de manière... par principe, non. Par principe, non. C'est-à-dire que je ne souhaite pas arriver en disant à partir du moment où j'arrive, je changerai l'intégralité des... Non, non, pas du tout. Mais si je suis amené à être obligé de changer tel ou tel, je le ferai. Mais je n'ai absolument pas vocation à mettre en œuvre un spoil system à la française. On va prendre encore deux questions. Valérie Lerouge de France Télévisions, vous avez déjà listé plusieurs éléments de réponse au RIC, mais est-ce que je peux vous demander ce qu'apporterait ce référendum dans votre façon de gouverner et ce qu'il apporte à la vie démocratique? Alors je crois que c'est extrêmement important. Si vous voulez, c'est extrêmement important parce que, vous voyez, je suis absolument convaincu que si le référendum d'initiative citoyenne avait existé, il n'y aurait probablement pas eu les Gilets jaunes. Voilà. Je pense que si les deux mesures que je propose aujourd'hui, c'est-à-dire la proportionnelle d'un côté et le référendum d'initiative citoyenne de l'autre avaient existé, nous n'aurions pas eu ni les Gilets jaunes, ni les manifestations très brutales contre la réforme des retraites. Je pense que c'est vraiment un outil de pacification du débat démocratique. Et c'est essentiel. Et ça manque. Si vous voulez, on ne peut pas dire aux gens, bah écoutez, voilà, il y a la présidentielle et les législatives, en plus elles sont aujourd'hui liées, hein, donc ça a changé un peu la nature quand même de nos institutions. Et dans 5 ans, eh bien, vous pourrez revenir si vous le souhaitez, mais pendant 5 ans, vous ne pourrez absolument rien faire, rien dire et ne pas agir. Ça, je crois que c'est vraiment une régression démocratique. Donc, je pense que c'est vraiment un outil de pacification absolument fondamental, et c'est aussi un outil de respect à l'égard du peuple français. C'est un outil qui, encore une fois, permet de dire à chaque fois, vous êtes souverain. Vous êtes, vous, le peuple souverain. Et je rappelle que cette souveraineté est inscrite dans la Constitution. Le peuple est souverain. Eh bien, s'il est souverain, il est bien entendu représenté au quotidien par ses élus à l'Assemblée nationale et ses élus au Sénat, mais il peut, s'il le souhaite, et en toutes circonstances, sous les limites que j'ai exprimées, reprendre la main quand il considère que c'est nécessaire. Non, c'est terminé, merci. Ah, c'est terminé. Non, c'est terminé. Ah, l'attaché de presse a dit non, c'est terminé. J'arrive pas à comprendre. Sur le Facebook de Le Pen, il y a la vidéo, c'est ça? Vous n'avez rien fait sur cette question institutionnelle. Est-ce que vous vous réjouissez d'une prise de conscience? Il va finir par voter Marine Le Pen, en fait. À force. Il reste 10 jours, hein. Il reste 10 jours, on sait jamais. Bon. C'est la première fois que j'entends Emmanuel Macron évoquer le septennat.
Je ne sais pas s'il est non renouvelable ou pas, dans son esprit. Ah oui, d'accord. Donc ce serait un septennat renouvelable, c'est ça? Peut-être souhaite-t-il envisager de jouer la continuité. Il faudrait déjà qu'il attende d'être réélu déjà pour faire ça. Et ça, c'est pas fait parce que je crois vraiment que j'ai la possibilité de gagner cette élection présidentielle. Mais très bien, si j'arrive à convaincre le président, c'est une bonne chose. Mais je n'ai aucune confiance dans les annonces qui sont faites par Emmanuel Macron lorsque l'on s'approche de l'élection. Parce que ce sont des sujets fondamentaux tout de même. Et encore une fois, un sujet aussi simple, aussi basique que la Banque de la démocratie, qui a été votée par l'Assemblée nationale, je le répète, hein, la loi a été votée. Eh bien, malgré cela, il a mis cette banque de la démocratie à la poubelle. Et aujourd'hui, il envoie des éléments de langage à ses ministres et à ses porte-paroles en disant « Regardez, Marine Le Pen, c'est affreux, elle va chercher des prêts à l'étranger. » Et pour cause. En Russie, en Hongrie. Puisque justement, et il le sait pertinemment, la Banque de la démocratie qui devait régler le problème des réticences des banques françaises à prêter aux partis politiques français, eh bien, n'a pas été mis en œuvre. Et ça, c'est sur sa volonté qu'elle n'a pas été mise en œuvre. Donc, je n'ai aucune raison de penser qu'Emmanuel Macron envisage d'améliorer le fonctionnement démocratique, d'autant qu'encore une fois, je pense qu'il a une vraie réticence à l'égard du peuple. Alors là, c'est Arrêt sur Image qui pose une question, mais on n'entend pas les questions. C'est pas tellement pour les médias, c'est pour le débat politique d'ailleurs. Dimanche soir, il y avait un certain nombre de journalistes qui étaient refusés de votre QG au cours du premier tour, y compris de médias internationaux. Est-ce que ça n'augure pas de mauvais rapports avec les médias et les journalistes? Monsieur, vous savez, j'ai été présidente d'un mouvement qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Alors, inutile de vous dire que les relations avec les médias, nous en avons une certaine expérience. Vous êtes bien le seul à vous plaindre. Vous êtes bien le seul à vous plaindre, car la réalité, c'est que je n'ai entendu, je crois, aucun de vos confrères se plaindre de la manière dont ils étaient traités dans cette campagne présidentielle, même si c'est parfois assez difficile compte tenu du nombre. Donc je ne sais pas la raison pour laquelle un tel ou un tel n'a pas pu rentrer dans l'espace, peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de place et que les accréditations ne sont pas arrivées en temps et en heure, mais je ne suis pas sûr que ce soit au niveau présidentiel, votre question. Bah si, quand même. Ah non, mais les journalistes, il n'y a pas de journalistes chez Quotidien. Ah non, mais pardon, si c'est que Quotidien, s'il n'y a que ça. Non, Quotidien, c'est pas une émission d'information ou de journaliste. Quotidien, c'est un amuseur. Parfois très drôle d'ailleurs, hein, je dis pas. Hein. Et c'est une émission de divertissement. Donc vous voyez, il y a tellement de gens que nous devons accréditer que nous préférons accréditer les journalistes plutôt que les émissions de divertissement. Ah oui, vous voyez, je suis chez moi. Ben oui, je suis chez. Ben vous savez, je suis chez moi, hein, donc dans mon QG et dans mon mouvement, Monsieur de Libération, qui a toujours eu et été accueilli d'ailleurs, hein, en toutes circonstances. Donc voilà, cela fait. Oui, mais bien sûr, mais cela fait des années. C'est tendu. Hein. Cela fait des années, si, c'est moi qui décide. Là, pour le coup, c'est moi, vous voyez, c'est... Ah ben oui, non, mais il n'y a pas de problème. Mais j'assume, moi, quand c'est moi qui décide, j'assume. Donc c'est moi qui ai décidé, il y a plusieurs années de cela, que Quotidien était une émission de divertissement et que par conséquent, je ne me sentais pas obligée d'accréditer Quotidien, même si j'accrédite l'ensemble des autres, y compris, bien entendu, des médias qui sont extrêmement hostiles, comme vous. Ah, elle se lève. Eh oui, elle sent que ça se tend. Voilà, elle sent que ça se tend. Bon, merci d'avoir suivi ce direct. On vous en prie, les amis, on vous en prie. Merci Le Figaro. Bon, charge de revanche, hein. On vous enverra des images tôt ou tard, quoi. Very shagadelic, baby. Yeah. Oh.
Ok. Alors, nous voici, donc, il est quoi, 15h02. Marine Le Pen, donc, vient de terminer sa conférence de presse dans l'heure à Vernon. Donc, la conférence de presse, alors, c'est un détail technique, mais la conférence de presse, tant qu'elle était dans son discours, c'était retransmis en direct par le parti. Et dès lors que la conférence de presse est devenue une conférence de presse, avec des questions, là, il n'y avait plus le signal vidéo, et donc il a fallu aller le chercher. C'est un petit détail, mais quand même qui en dit long. Donc on est allé voir ça sur le Figaro, qui a dû récupérer, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils étaient sur place. Et on voit bien que quand on lui pose des questions sur pourquoi tel journaliste peut venir ou pas, la réponse est bien, c'est la préférence nationale. Elle dit, je suis chez moi. Voilà. Donc il y a tous ceux qui dans le chat découvrent au poste et qui pensent que Marine Le Pen c'est leur candidate. Vous pouvez rester, hein, mais on va pas être d'accord. On va pas être d'accord. C'est évidemment habile, c'est évidemment adroit, comme ça, au brûle pour point, tout son discours, mais c'est évidemment poudre aux yeux, quoi. C'est de la poudre aux yeux. Alors, Pierre-Ange nous dit, elle est beaucoup plus calme qu'en 2017. Ça fait flipper, absolument. Surtout qu'en face, Macron n'a pas bossé. Je me demande si l'Union populaire a donné des accréditations à Minute ou Rivarol sans problème. Donc, bien sûr, n'importe qui peut venir. La preuve, Lucky, vous êtes là, vous, non? Voilà, il n'y a pas de souci. Du moment que vous restez sympathique. Donc on a bien compris que elle est prête à instaurer un RIC édulcoré, parce que quand même très limité, non pas pour donner la parole au peuple, tel que c'est vendu, mais pour empêcher que le peuple s'exprime dans la rue. C'est quand même ça le truc, hein, c'est de dire s'il y avait le RIC, il n'y aurait pas eu les gilets jaunes. Est-ce que vous avez entendu? Il n'y aurait pas eu les manifestations. Ne vous trompez pas, chers amis, ne vous trompez pas. Non, des capitalistes, non, je ne la suis pas du tout. Non, absolument pas. Absolument pas. Elle est plus calme, mais quand on lui parle de liberté de la presse, elle pète un plomb, absolument. Daduron, c'est très habile et très flippant parce que beaucoup plus habile que la drague hyper lourde de Macron, absolument. Alors attendez, là, je vois qu'il y a beaucoup de... Je suis désolé, j'avais remonté trop le chat. Pimi, Blast n'a pas pu rentrer au QG de RN ni de Reconquête. J'ignorais, Pimi, j'ignorais. Elle est mieux conseillée que Macron, je trouve. Ce qu'on peut dire, Mickey, c'est que... Pimi, pardon, c'est que ça fait quand même 5 ans qu'elle prépare ça, quoi. Voilà. J'ai l'impression qu'elle a déjà gagné. Les gens ont l'air de ne pas savoir ce qu'est le FN. Les gens ont l'air d'avoir oublié ce qu'était le FN, absolument à pas... voilà. Donc on va leur rappeler, on a fait des émissions déjà là-dessus. Alors, je vais vous reprendre rapidement les faits du jour. Les faits du jour, c'est Sarkozy qui a appelé à voter Macron. Là-dessus, elle demande je me demande si je ne vais pas finir par faire des affiches parce que rien que Nicolas Sarkozy et le Luxembourg appellent à battre Le Pen, je pense que ça peut débloquer des voix pour moi, a-t-elle plaisanté avec les journalistes qui lui posaient la question. Sur Macron, elle a attaqué sur son réajustement de la réforme des retraites. Elle exclut de nommer Marion Maréchal dans un futur gouvernement. Je ne prendrai pas Marion Maréchal Le Pen dans mon gouvernement.
Voilà, elle explique que vous ne savez rien, vous n'en savez rien, qui souhaite ou qui ne souhaite pas gouverner avec moi. Je vous affirme aujourd'hui, bien entendu, il y a des gens qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche, qui souhaitent gouverner. Bon, je me dis, personne, ça mange pas de pain. Comme elle ne donne pas les noms, ça mange pas de pain. Qui souhaite gouverner avec moi en cas de victoire. Et elle précise donc qu'elle ne prendrait pas Marion Maréchal Le Pen. Alors, elle souhaite l'instauration d'un septennat non renouvelable. L'instauration d'un septennat non renouvelable qui rendra la fonction présidentielle son prestige à la fonction présidentielle. Son prestige et au président sa capacité d'une action longue tout en se débarrassant d'une obligation de campagne électorale permanente. Elle est bien placée. Le contrôle de l'exécutif reviendra alors au corps électoral, à des législatives ou des scrutins intermédiaires. Je vais aller me chercher un petit café là. Macron-Le Pen, bourgeoisie, nous dit Solim. Là, on entendait très très bien les accents bourgeois dans ces intonations. C'est frappant. Un côté train, comme ça. Alors, donc, la candidate... Ouais, je vais me chercher mon café. Vous avez raison. Bon, je vous laisse discuter entre vous, les amis. Valérie Pécresse, un message pour vous. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide, d'urgence. Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. Première sommation. Deuxième sommation. Dernière sommation. On va faire usage de la force. Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites un casque. Bouclier en protection.
On n'aurait pas dû commencer au poste il y a 1 an. Depuis qu'on fait au poste, c'est de pire en pire. On porte la poisse ou quoi? Merci beaucoup, Mich. Absolument. On va avoir... Oui, aux normes le café. Absolument. Une tasse au poste. Faites maison avec amour. Donc, pour ceux qui déboulent, on a regardé la conférence de presse de Le Pen. Donc, dans les décisions, donc en gros, le RIP, référendum d'initiative populaire, mais qu'elle accompagne de mesures restrictive, hein, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas demander n'importe quoi non plus, comme par exemple, l'exemple qu'elle donne, c'est la police et les armes à feu. Ça, c'est pas discutable. Voilà, non, je l'ai pas vu, Pierre-Ange, mais on a dit beaucoup de bien. Donc, il y a ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc l'instauration du scrutin proportionnel. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, quand le Front National est arrivé à grand fracas dans les années 80, je crois que c'était en 86, dans l'hémicycle, parce que Mitterrand avait mis la proportionnelle, on s'est rendu compte d'une chose, c'est l'incompétence crasse de ces gens-là. On se rend compte que bien souvent, les maires FN ne sont pas réélus parce que l'on se rend compte de leur incompétence crasse. On se rend compte quand ils sont à Bruxelles qu'ils n'y sont pas très souvent. Quand ils sont à l'hémicycle, c'est le cas de Marine Le Pen, elle n'est pas très souvent dans l'hémicycle. Et donc d'une certaine manière, là où je pourrais rejoindre l'idée qui est de dire la proportionnalité, c'est plus proche de la représentativité. L'avantage, on pourrait dire, entre guillemets, vraiment entre guillemets, avantage avec de l'ironie, vous voyez, hein, attention, c'est que quand vous mettez les frontistes les mains dans le cambouis, bah, les mains sont sales. Et ils n'en sortent rien, ils sont incapables de réparer le moteur. Donc ça, voilà. Mais l'idée d'un scrutin proportionnel, bah oui, voilà, c'est une idée de gauche portée depuis très longtemps. Merci Renvas. Ah oui, là je dois dire que c'est de plus en plus d'actualité mon bouquin. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Instauration du scrutin proportionnel. Elle estime que Macron n'a pas tenu ses promesses concernant la démocratie. Elle l'attaque sur son rapport aux médias, elle lance, il n'avait pas voulu débattre avant le premier tour, j'ai l'impression que c'est aussi le cas pour le second. Marine Le Pen promet d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne en cas d'élection. Donc je vous ai dit, elle a pris l'exemple de des armes à feu de la police. Ça pourrait pas être discuté, par exemple. C'est marrant cette trouille de désarmer la police quand même. À ce point-là, voilà, en disant que c'est des cas extrêmes. Mais on aurait aimé qu'elle donne des cas pas extrêmes pour voir ce qui déjà serait pas discutable. Après, bon, évidemment, elle est revenue sur 2005 en disant voilà, il y a eu un référendum de 2005 qui n'a pas été tenu compte du vote, etc. Juste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors, la candidate RN précise vouloir mettre en place un scrutin proportionnel aux 2/3 pour les élections législatives et certaines assemblées locales. Septennat non renouvelable, pas de Marion Maréchal dans son gouvernement. Ah, t'imagines? La tante et la nièce dans le cauchemar. Le cauchemar. Et après le père qui aurait une mission. Une mission interministérielle. Alors, le JC au poste. Vous pouvez faire des dons au poste. Nous les redonnerons à Valérie Pécresse. Hein. Pour ceux qui auraient honte de donner directement à Pécresse, on peut s'occuper. On récupère le pognon et on lui enverra éventuellement si ça vous intéresse. JC, c'est un des musiciens. Alors, quelqu'un demandait qui fait les musiques. Ils sont 3. Et notamment JC, le JC au poste. Donc elle a ironisé sur le fait que... Alors, là, je lis Le Monde. Second tour, Marine Le Pen veut miser sur le vote anti-Macron et tend la main aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup pour le bandoneon. David, penses-tu que Le Pen est vraiment un risque d'être élu? Oui. Ah oui. Ah oui. Bah évidemment. Trump, Le Pen. J'ai Nicolas Richard. Nicolas Richard qui était venu au poste, traducteur de romancier américain. On s'est croisés à Bordeaux, à un salon du livre, justement, où il venait faire un petit spectacle et dédicacer son bouquin. En fait, il m'a dit que la situation lui rappelait énormément la situation Trump-Clinton, où personne ne pensait que Trump serait élu, que Clinton le serait, Hillary Clinton, etc. Il dit voilà, la situation est celle-ci. Je trouve que c'est une terrible image, mais c'est une image intéressante à avoir en tête, quoi. Ah non, Tarenne, pas de café pour les fachos. Pas de café, pas de quartier. Je vais vers l'humour. C'est pas pareil, Le Pen, c'est une machine à perdre de père en fille. Ça fait une génération. Ça fait quand même une génération qui sont là, ça fait 3 fois qu'ils sont finalistes. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr, il y a toujours des cas. Mais là, par exemple, quand elle a évoqué le scandale McKinsey, alors je vous rappelle pour ceux qui découvrent la chaîne que nous avons eu le bonheur de recevoir Eliane Assassi, la sénatrice communiste qui est la rapporteure justement sur les cabinets conseils, vidéo que vous pouvez retrouver sur la partie Blast de Post. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand Le Pen récupère ça en disant que voilà, ce n'est plus le politique qui gère, non, c'était plutôt le lien vers la vidéo. Le lien vers la vidéo. Donc voilà, quand Le Pen récupère le truc, c'est habile. Je ne dis pas que c'est du niveau de Cambridge Analytica, mais la vidéo, notre vidéo d'Eliane Assassi. D'Eliane Assassi.
Faramir, Mélenchon et Le Pen ont un programme très proche sur le pouvoir d'achat, le reste peu importe. Comment ça, peu importe? Non, pas peu importe. Voilà, merci beaucoup, Rial. Nathalie Gitane, effectivement, elle a le vent dans le dos dans cette élection. Grâce à Macron, il ne faut pas se leurrer, grâce aussi aux gens de gauche qui fait autre choix que de jouer placé, quoi. Et oui. Donc là, alors, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins, elle fait de la politique. Je sais pas comment dans le QG dans l'équipe de campagne de Macron on réagit là. Là, les mecs ils doivent être un peu paniqués. Parce que se faire doubler sur sa gauche par Macron, par Le Pen, je les confonds. Je les confonds. Oui, mais la vengeance est mauvaise conseillère, Pimi. Voyons. Bon, allez, attendez, on va faire un peu d'éducation populaire, là. On va aller regarder Mediapart. Je sens que il y a des doutes. C'est quoi le programme de... Tout un truc là-dessus. Inventaire de ce qu'elle infligerait. Ah, faut que je... m'étonne que je suis abonné, dis donc. Abonné fondateur, moi, me faites pas chier. Alors voilà. Le péril Le Pen, inventaire de ce qu'elle infligerait à la société. Ah non, justement, c'est ce que je dis, on peut pas les confondre, bien sûr. Ah oui, non, tu veux dire je les confonds, non, pardon. Oui, oralement, mais non, bien sûr. En réalité, c'est Opost qui est abonné à Mediapart. Alors, pour ceux qui s'intéressent à Le Pen. Ah oui, non, attendez ça. Je vais le laisser ici. Alors, Le Pen. À la veille du premier tour, donc c'était un article du 9 avril, Mediapart a demandé à une douzaine de représentants de la société civile de décrire les dégâts que produirait une présidence d'extrême droite en matière de justice ou d'éducation, pour les droits des femmes ou des étrangers, revue des catastrophes prévisibles. Voilà, c'était cet article-là. Nathalie Théo, avocate et membre de la Ligue des droits de l'homme. Même si l'on assiste à une accélération de la répression et de la surveillance depuis les années Sarkozy, en particulier ces 2 dernières années, le programme de l'extrême droite représente une vraie rupture. Le cadre d'un état de droit est menacé. Leur logique, c'est de s'affranchir de toute garantie de recours possible au juge. C'est l'instauration d'un état policier où la police détermine ce qu'elle peut faire, on lui donne un blanc-seing. CQFD, quel est l'exemple qu'a donné Marine Le Pen pour dire « Ah non, mais attendez, dans les référendums, on ne pourra pas parler de tout », par exemple, de l'armement des policiers. L'armement des policiers, ça veut dire la doctrine, ça veut dire l'emploi, ça veut dire plein de choses. Attendez, parce que là, je peux pas à la fois lire le papier, comment dirais-je, le chat. L'historique du RN, du FN, c'est très simple. Le FN, c'est un parti qui va naître en 72-74, qui est fondé en partie par des nostalgiques de la guerre d'Algérie, de la Deuxième Guerre mondiale. On va retrouver des anciens collaborateurs, on va trouver Jean-Marie Le Pen, évidemment. Et en fait, le paradoxe, c'est que c'était plutôt un parti qui se considérait comme plus moins frontal, si je puis m'exprimer ainsi, que d'autres partis, type Ordre Nouveau, etc. Donc, qui étaient déjà dans une logique de respectabilité par rapport aux idées d'extrême droite, tout en étant plus véhément qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà. Et puis, un jour, c'est un parti qui vient nous expliquer qu'il est démocrate, mais dont les rênes se passent de père en fille. Et quand la fille prend les rênes du parti,
à la demande de son père, ça se passe pas toujours très bien et elle décide de laver plus propre en changeant de nom, le Rassemblement National plutôt que le Front National. Je rappelle que le Rassemblement National est toujours sur les idées les plus importantes qui posent évidemment problème, c'est-à-dire notamment la question de la préférence nationale, priorité nationale. Voilà, donc en réalité, il n'y a pas de grande différence. Il n'y a pas de grande différence entre le Front National et le Rassemblement National. Simplement, il y a des questions de litière, de chat en plus, là où avant on faisait des jeux de mots sur les juifs. Voilà. Est-ce que le résumé est correct? Fanny Carré-Comte, secrétaire générale de la CIMAD, droit des migrants. Tout est réfléchi pour rendre l'accès au séjour le plus restrictif possible dans une logique de machine à expulser, générant un climat de peur permanent pour les étrangers. Céline Parizeau, présidente de l'Union syndicale des magistrats majoritaire, qui est plutôt à droite. On a du mal à appréhender comment le programme de Marine Le Pen pourrait être applicable. Doubler en 5 ans le nombre de magistrats, c'est très ambitieux mais irréalisable. Pour ce qui est des peines, le recours généralisé à des peines de prison ferme, présentées comme la seule sanction efficace, la réduction des aménagements des peines et les courtes peines effectuées en prison, tout cela rendrait très insuffisantes les 85 000 places de prison qui figurent à son programme. Quant à la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, c'est extrêmement dangereux. Elle légitime toute violence policière ou presque. Cela ne nous paraît pas de nature à amener plus de sécurité. J'emmerde les gendarmes là-haut, là-haut. J'emmerde les gendarmes et la marée chaussée, et la marée chaussée. C'est pour moi que vous dites ça? Il me semble pour qui ça serait. J'espère qu'il n'y a pas d'autres gueules de vache dans les environs. Zaporti, tu nous dis cet article devrait être ouvert à tous pour être facilement partageable. Eh oui, mais les amis, c'est du boulot, quoi. Vous imaginez, appeler tous ces gens, etc., etc. Voilà, il y a un moment, il faut financer, quoi. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Il faut financer les médias indépendants. Je suis désolé. Déjà, par exemple, là, je contourne les choses en le lisant. Voilà. Émile Cheval dit que Mediapart était en accès libre tout le week-end, absolument. Laura Vigne, mais non, c'est pas ça. Et non, tu dis, appeler à ne pas voter Marine Le Pen, c'est une honte pour Mélenchon dont le programme est plus proche d'elle que de l'autre. Mais non. D'abord, il y a le programme, ensuite il y a les intentions, et ensuite il y a l'historique, il y a la perspective. C'est quoi la société voulue par Le Pen? Voyons. Comme dirait l'autre, ben voyons. Non. Quelques constats. Bonjour, du coup, l'idée d'attendre les premières estimations sorties des urnes des sites étrangers pour voter Castor ou Blanc, c'est une bonne idée. Non, oxymore, dans la mesure où on a bien vu que, par exemple, les Belges s'étaient bien trompés sur le premier tour. Hein. Comment ça, faut reprendre depuis le début, mais... Oh bon, les amis. Non, mais cela dit... Oh là, il y a plein de messages.
Nils Monsara, secrétaire national du syndicat de la magistrature, bref, d'affreux gauchistes. C'est très difficile de se prononcer sur ce que deviendrait l'exercice. L'exercice F11 me dit, mais en plein écran, voyons, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, c'est très difficile de se prononcer sur ce que deviendrait l'exercice professionnel des magistrats si Marine Le Pen était élue. Car il y a un grand flou autour de son programme sur la justice. Elle assouplit son discours, mais même si ses fondamentaux restent. Alors voilà, ça les amis, c'est très important. Ceux qui seraient tentés de voter la Le Pen, faites gaffe. Faites gaffe. Ce qu'elle dit, ce qu'elle fait dire sur ce qu'elle dit ne correspond pas au programme, ne correspond pas à la visée. Fondamentalement, ce parti n'a pas changé. Déconnez pas. Elle met en avant une augmentation du recrutement des magistrats, comme tous les candidats ou presque, un mode de recrutement modifié et surtout un durcissement législatif avec une diminution de marge de manœuvre des magistrats. Concrètement, cela risque de poser de grosses difficultés. On risque de perdre une marge d'adaptation aux situations individuelles, de se retrouver face à des situations aberrantes du type peine plancher, des incarcérations très brèves et moins d'aménagement de peine. Cela risque d'aggraver la situation avec beaucoup plus d'incarcération et beaucoup moins de prévention et de réinsertion. Les conséquences de ce programme, ce seraient de courtes peines d'emprisonnement, supposément, entre guillemets, au nom du bon sens, c'est la rhétorique habituelle de l'extrême droite. Or, toutes les études démontrent que les courtes peines sont criminogènes, car elles désinsèrent et provoquent de la récidive. Par ailleurs, les sorties sèches en fin de peine se multiplieraient. Or, l'aménagement de peine est essentiel pour éviter que les gens réitèrent une infraction. La seule logique de ce programme reviendrait à construire toujours plus de prisons et d'enfermer éternellement les gens. Ce serait la fin de l'état de droit. On me raconte que ce David Dufresne, il est en train de faire un carton sur Twitch. Son stream s'appelle Au Poste. Ok, on y va les amis. On y va. Alors, je lis un peu le chat. Asparoc, Macron, Le Pen. Et deux extrêmes droites. Sauf que Marine veut voir les pauvres se battre entre eux, donc jamais. Pas bête. Non, Eurial. Non, on reste sur le titre. Non, il faut se coltiner, voilà. Il faut se coltiner les fachos, les gens qui votent Le Pen. Faut pas avoir peur de ça. Voilà. Alors après, on peut mettre en mode lent si tu veux le chat pour que ce soit plus tranquille. Voilà, Eurial va frapper. Eurial a mis 60 secondes. Non mais les amis, nous on veut rester dans un espace de discussion, d'intelligence, de dissensus, de confrontation. Mais la propagande facho, c'est non. C'est non. Voilà, hein, d'accord.
En revanche, je pense que c'est important de voir ce qui se passe, de voir ce qui se passe ici. Et un espace caféiné, bien sûr. Donne la papade, j'ai pas vu ton dernier message. Je suis désolé. Voilà, pour l'instant, c'est trop long, donne la papade. Vous êtes dingue. Vous pouvez pas faire des messages aussi longs. C'est pas lisible. Par imparfaite inconnu, arrêtez d'utiliser le terme fascisme à tout va. SVP pour faire le dernier live avec Nicolas Lebourg et Nona Mayer. Oui, tous les mardis, Split Press publie sa magnifique revue de presse sur l'extrême droite. Voilà, c'est l'effervescence là. J'arrive pas à suivre. J'ai des proches qui hésitent à voter pour elle, pensant que cela déclenchera une mobilisation législative et donc une absence de majorité. Je ne sais que penser de cet argument, dit Caria. Effectivement, c'est un argument qui est souvent employé ici aussi, hein, dans le chat. Quelqu'un a très très bien répondu aussi dans le chat en disant hier on sait quand les fachos arrivent, on sait jamais quand ils partent. Voilà. On ne discute pas de cuisine avec des anthropophages. Jean-Pierre Vernant, ancien résistant, cité par Mésange Pictavienne. Alors Sabrina dit extrême droite ou droite extrême, je crois que l'avenir va être sombre. Bon, je crois qu'on peut... C'est difficile, hein, c'est difficile les amis. Difficile. On est dans la merde, J'appellerai pas Macron droite extrême, je l'appellerai pour l'instant extrême centre. C'est-à-dire des velléités parfois... extrémistes, hein. On n'est pas les derniers au poste à s'être battus contre les lois liberticides. On les a toutes regardées, on s'est fadé des dizaines d'heures de débats à l'Assemblée, au Sénat. On a fait pareil avec le Beauvau de la sécurité, donc je pense que personne ne peut nous donner des leçons par rapport à ça. Mais non, on peut pas mettre ça sur le même plan, bien sûr. On peut pas mettre ça sur le même plan. Non. Ne serait-ce que parce que autour de Macron, il n'y a pas de contre-pouvoir, il y a quand même des gens qui sont attachés à certaines valeurs quand même, ce qui n'est pas le cas en face, quoi. Non mais attendez, je vais pas défendre Darmanin, vous rigolez ou quoi? Je pense que quand Darmanin a sorti sa formule
Le Pen est trop molle. Je pense que Darmanin a perdu une immense occasion de se taire et surtout a cédé aux bons mots, quoi. Hein, ça nous arrive à tous de faire des bons mots. Bon, bah lui, il en fait beaucoup et puis ils sont jamais bons. Et c'est évidemment une catastrophe. Il l'a banalisé à un point. Voilà. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui viennent de la gauche, qui seraient tentés par le vote Le Pen, cessez de croire ce qu'on vous raconte tout le temps sur le fait que des gens de gauche voteraient Le Pen. C'est marginal. Nona Mayer nous l'a bien expliqué. Son travail, c'est depuis des années et des années d'étudier justement la carte électorale du Front National. Et en réalité, il n'y a pas ce vote-là dont on nous parle comme d'une chose communément admise. Alors, je vois passer que Darmanin était peut-être en service commandé. C'est possible. Mais ça ne change rien. Je sais, Glodioman, est-ce que la question que je t'évoquais dans le Discord est résolue ou pas? J'ai pas eu le temps de regarder. Non, Ramon Saladi, c'était le service commandé, c'était pas l'Alliance française. C'était cette fameuse phrase qu'il prononce à Le Pen. Alors, nous allons maintenant lire un petit mème d'abord. Antoine, pas ce qui me retient de lui foutre la bécane dans la gueule. Le règlement, Belmont. Tout simplement le règlement. Donc, Marie-Alette Grard, présidente d'APD Carmont. Les programmes de l'extrême droite ne sont pas du tout favorables aux plus vulnérables, même s'ils ont l'air séduisants lorsqu'on en fait une lecture rapide. Marine Le Pen fera le tri entre les bons et les mauvais pauvres, puisque ne seront aidés que ceux qui possèdent une carte d'identité française. À l'heure actuelle, le non-recours au droit, faute d'informations suffisantes des bénéficiaires à cause de procédures complexes, est important, et je crains que ce soit plus le cas encore avec le Rassemblement national. Beaucoup de personnes auront peur de demander ce à quoi elles ont droit. L'extrême droite veut réduire les droits fondamentaux des étrangers qui permettent aux plus vulnérables d'avoir une vie à égale dignité des autres, veut leur interdire l'accès aux prestations sociales, aux soins, à l'emploi, à un logement digne et durable, à l'éducation pour les enfants. On imagine très bien que cela peut signifier pour les gens du voyage, par exemple. On avait reçu Kerr, comment il s'appelle, au début d'Au-Poste. Il a fait un travail formidable. Il a eu un prix là, William Acker, je crois. Il a eu un prix tout récemment pour son ouvrage sur les aires de repos, les aires d'accueil, pardon, des gens du voyage. Alors que c'est déjà bien compliqué pour eux, leur vie pourrait devenir encore plus difficile. À ATD Carmont, nous n'avons pas rencontré les représentants de l'extrême droite pendant la campagne. Nous ne dialoguons pas avec eux.
Je vous lis, hein, je suis comme vous. Je suis dans le dialogue, dans l'échange, dans l'expectative. Bon, si vous voulez voter Le Pen, vous pouvez rester ici, on fera tout pour vous en dissuader. Hein. Vous avez CNews qui est très bien pour ça. Je vous le dis. Note la gitane. Du coup, tu repars en exil. Et je l'ai déjà fait, c'est vrai. Je suis parti 7 ans vivre à l'étranger. J'étais un étranger. Ce qui peut être marrant, c'est que... comment tu me diras, Macron, il avait déjà piqué le slogan de Poutou, donc ça va peut-être être 10 jours totalement dingues. À gauche toute. Imagine le truc. Mais oui, exactement, Jean Mouloud a raison. Là, ça va être la démagogie à gogo. Ça n'est que ça, absolument. Absolument. Merci beaucoup, François. J'en profite alors. Soutien à toi, à ton travail, ton mental d'acier, David. Alors, et François, d'ailleurs, pardon, on avait un petit problème d'annonce des dons. Tu as fait un petit don ce matin, tu es fou. Et il n'est pas apparu à l'écran. On est en train de régler ça. Voilà, je suis désolé, mais merci beaucoup pour ton petit soutien financier. JB Parrain, je vis en Suisse, et ben lundi matin, première heure, j'ai lancé la procédure de naturalisation pour toute la famille, j'ai honte. Moi j'ai une double nationalité. Dimanche 24, on fait un live, lundi 25, je me barre avec la caisse. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'au poste, je peux le faire n'importe où. Non, on va pas partir. Cette année, on part pas. Cette année, on part pas. Cette année, on part. Un autre café? Oui. Et cette fois, non. Je peux en avoir un café cette fois, non? Je vais aller chercher un café. Raison. Il a raison. Alors, non, j'ai vécu au Canada. J'ai vécu à Montréal. J'ai vécu à Montréal et je suis revenu en 2018, à l'été 2018. Et j'avais dit à mes copains québécois, qui me demandaient pourquoi je revenais, j'avais dit, ah, ça me manque un peu la confrontation. C'est servi. Pour moi plus tard. Oui, Macron a effectivement dit hier qu'on ne votait pas, voter pour lui, c'était pas voter pour son programme. Merci le JC au poste, merci beaucoup. On va s'en sortir un jour. Oui, bien sûr. La liberté finit toujours par triompher. En Pixel, voter Macron, c'est pas voter son programme. Non. C'était, disons qu'en 2017, le tour de passe-passe, c'était celui-ci. C'était de dire, je fais le barrage au Front National, tatati, tatata. Je n'aurai pas une politique autoritaire. Il a eu une politique autoritaire. Donc là,
c'est très clair. Si tu votes Macron, c'est soit parce que tu es macroniste, soit parce que tu ne veux pas de Le Pen, mais que tu n'as aucune confiance envers Macron pour quoi que ce soit. Et en ce sens, l'interview de Dany Arnaud ce matin dans Libération était très intéressante, en disant voilà, Macron a 10 jours pour nous donner des garanties. Oui, il dit ça aujourd'hui, mais absolument d'accord. Et on a aussi 10 jours pour, enfin non, un peu plus maintenant. Combien de jours il nous reste? 10 jours, 12, 11 jours pour imposer les conditions, quoi. De toute façon, il y a le 3e tour au mois de juin, législative. Est-ce qu'il lui pend au nez, hein? Bon alors les amis, je vais aller me faire un petit café et je vous reviens. Les gars, je crois que je sais ce que ces types regardent. Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites un casque! Bouclier! En protection!
pense qu'aujourd'hui, on a quand même un vice qui est quand même de beaucoup taper sur les flics. Vous allez mettre votre vie en jeu pour des gens qui, samedi d'après, vont vous jeter des pavés sur la tête. Les gens ont plus confiance en nous. Nous, on n'a pas confiance dans les gens. Le dialogue est rompu, et pour en gagner, ça va être compliqué. On a plus besoin de soutien dans le cadre des missions qui sont les nôtres que, une fois de plus, d'être stigmatisé. La France aime sa police et il serait temps qu'elle le montre. On pourrait la rassurer, la police. Je ne vais pas dire l'aimer un peu plus, mais oui, la considérer. Mon cher ami policier, je ne demande que ça. Mais il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu acceptes d'être filmé. Si on n'avait pas filmé les violences policières de Michel, Michel serait en prison. On n'aurait jamais su. S'il n'y avait pas ces images, peut-être qu'on serait encore dans le déni et dans le mensonge. Ce qu'on sait de cette histoire, on ne la sait que par les images. Il va falloir que tu acceptes d'être contrôlé de manière indépendante. Nous n'avons à aucun moment eu de velléité de couvrir quoi que ce soit. 2500 blessés, dont de nombreux éborgnés, des mains arrachées. Pourtant, la patronne de l'IGPN nie toute violence policière. Le rapport annuel de la police des polices, dans son éditorial, notre ambition première, c'est pas de contrôler, mais de valoriser l'institution. L'IGPN n'a pas fait son travail correctement car elle n'a pas contraint les policiers à remettre leurs armes dans le cadre de l'enquête. Les policiers qui ont massacré M. Zecler, ils étaient sûrs de leur impunité. La meilleure preuve, c'est que quand 16 policiers viennent après, ils regardent. Il va falloir que tu acceptes que justice soit faite, sereinement, loin des calculs politiciens et des émois de tes syndicats. On veut une justice qui fasse son travail, qui mette les gens qui doivent aller en prison en prison. Le problème de la police, c'est la justice. Enfin mettre fin au laxisme judiciaire. Il va falloir que cessent enfin les mensonges et les manipulations. Le préfet de police Didier Lallemand est sous le coup d'une enquête pour faux témoignages. Avec des preuves qui ont disparu, comme c'est souvent le cas dans les dossiers de violence policière. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Vous voulez qu'on discute encore un peu ou on va qu'il y a nos occupations les uns et les autres? On se retrouve demain à 9h. Demain matin à 9h, nous serons avec Delphine Baduel, la rédactrice en chef de la plateforme Madeleine de l'INA, où on va regarder des extraits de vieux documentaires, reportages avec Chirac, Pompidou, Mitterrand, Pauline, oui, pardon, j'ai dit Delphine, pardon, Pauline, Giscard, etc. Voilà, les débuts du journalisme embedded dans la politique. Va con. À demain. Je me souviens très bien quand les premières villes sont tombées dans les années 90, sont tombées aux mains des gens du Front National, c'était une catastrophe. Immédiatement une catastrophe. Même de leur point de vue, ça ne fonctionnait pas du tout comme ils le souhaitaient. Donc les amis, je vous propose
j'ai l'impression que les crédits. Pas actualisés. Je vais les mettre. Voilà une classe qui se tient sage. Voilà. Ouais, non, ça c'est. J'ai l'impression que c'est les trucs de ce matin. Dans les crédits de ce matin. Pourtant, j'ai bien fait crédit 0, crédit 1. Là, je parle à Robin et Olivier. J'actualise. Non, c'est pareil. Je crois qu'on a un petit souci avec l'application. Les policiers ont fait leur boulot, hein, ça c'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Ah, très bien, Olivier. Pour les abonnements, ce sont ceux du jour dans les crédits. Il faudrait revoir la règle si on a 2 lives par jour. Oh bah oui, oh là là. Oui, voilà, ça c'est la logique des devs. J'adore ça. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est très bien, c'est très bien. Aux donateurs Utip, sachez qu'on vous remercie, sachez que c'est le bot qui nous fait la tête pour remonter les infos, absolument. Les infos ne remontent pas, voilà. On oublie l'essentiel, les dons à Valérie Pécresse. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide, d'urgence. Voilà. Alors. Et donc là, on n'est plus dans la nécessité des circonstances. Alors, le lien de l'article de Mediapart, là. Il est là. Je vous l'envoie. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. Ça, c'est pas possible. Le don de base pour Pécresse, c'est 100 €. Ici, c'est des 1 €. Merci à vous tous. Je vous dis à demain 9h. Donc demain à 9h, on sera avec Madeleine, Lina. On va regarder des vieilleries, etc. Jeudi, on fera TechMill, on discutera de la campagne présidentielle. Je vais essayer de réparer avec Robin mon petit Mac pour les streams de Pâques camping. Voilà. Merci à tous. Merci Zut, merci Milro. Merci Pixel Génial. Merci pour vos abonnements et vos dons qui nous permettent de tenir. Merci SGT. Merci à vous tous. Merci WebShinra, pardon. Merci Etuflakik, merci Kaof, merci Tsatsi, merci Urial, merci Jessie, merci Oxymore87, merci Jazer 974. Ah, j'entends un gling. C'est quoi? Merci à vous tous d'être là et d'être aussi nombreux. Ah tiens, peut-être qu'on pourrait regarde aider quelqu'un, mais je sens qu'on a envie de se remettre. Et non, on fera ça un autre jour. À demain, les amis. Merci à tous ceux qui ont pris des abonnements, à ceux qui en ont offert aux autres.
Et je vous dis à demain 9h.